L'eau, c'est la vie. Quand il est sous forme liquide ou sous forme solide, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas une molécule aussi simple que H2O. Que l'eau est bien plus vieille que notre système solaire. En fait, nous sommes plus qu'eau que de la matière. Nous sommes plus liquides que solides. Les anomalies de l'eau que nous avons vues ensemble, mais tout cela va nous ramener à parler de l'eau sur un autre volet. Le volet, est-ce que l'eau garde l'information, conserve l'information pour des durées indéterminées? Est-ce que l'eau a une mémoire? Est-ce que l'eau va pouvoir remplacer ce que nous appelons dans le futur la biologie numérique? La biologie numérique va reposer sur l'eau, car l'eau est un élément essentiel à la vie et l'eau peut apporter la solution pour nous prémunir de beaucoup de maladies. C'est pour cette raison que nous allons voir dans la deuxième partie de ce numéro, est-ce que l'eau a une mémoire? Nous avons vu dans l'épisode consacré à l'eau et à sa mémoire, dans la partie 1, ces propriétés étranges et mystérieuses de l'eau. Donc ces propriétés qui étaient vraiment uniques au monde, ce liquide unique au monde, et avec lesquelles qui a apporté beaucoup de choses qui sont un peu différentes. Mais aujourd'hui, nous allons voir une partie qui porte à assujettir à polémique, et qui porte essentiellement sur la mémoire de l'eau. Est-ce que l'eau a une mémoire? En fait, la mémoire de l'eau, c'est un peu cette histoire d'information. Est-ce que l'eau garde l'information en mémoire? Et nous savons tous que l'information ne se conserve pas, comme toutes les autres grandeurs qui se conservent, telles que l'énergie, le moment singulier, le moment angulaire. Et donc, le fait que l'information ne se conserve pas, c'est parce que c'est dû au deuxième principe de la thermodynamique, l'entropie. L'entropie d'un système augmente, c'est-à-dire que le désordre augmente dans un système ouvert. Et c'est pour cette raison-là que le fait de dire que l'eau garde l'information dans sa mémoire, c'est en quelque sorte contredire le deuxième principe de la thermodynamique. Et donc, comment se fait-il que l'eau peut justement être assujetté à cette propriété particulière? Et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie de cet épisode, la mémoire de l'eau, et voir comment nous allons résoudre ce problème de la mémoire de l'eau et voir comment les choses peuvent se passer. Voilà, c'est ce que nous allons voir dans ce deuxième épisode.
En fait, cette notion de mémoire d'eau a commencé en 1988 quand un médecin immunologiste, le professeur Jacques Beneviste, publie un article dans Nature. Dans cet article qui stipule que l'eau, qui était en contact avec certaines substances biologiques et chimiques, gardait une empreinte de ces substances, même si chimiquement il n'existait pas dans l'eau. Comment se fait-il qu'une substance chimiquement qui n'existe plus dans cette quantité d'eau, elle garde en mémoire cette information sur cette substance avec laquelle elle était en contact? Donc cette molécule d'eau, qui ressemble en fait à Mickey, c'est-à-dire 2 hydrogènes et un gros oxygène, comme vous voyez ici, d'accord, est une molécule qui généralement est faite de 2 substances. L'eau, en fait, est faite de 2 substances. Une substance, toujours une molécule de H2O, mais dans lesquelles les hydrogènes que vous voyez ici en rouge, d'accord, ces hydrogènes peuvent tourner dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils ont le même spin, d'accord, et donc c'est un ortho, je dirais une position ortho, ou bien les 2 hydrogènes tournent dans le sens contraire. Donc leur spin tourne dans le sens contraire. C'est une position para. Et donc l'eau, j'aurais dit que l'eau a une position para et une molécule ortho, mais puis le fait que ces spins sont des spins quantiques, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les séparer à l'échelle macroscopique. Et donc en fait, tout est affaire de spin, je pense. Et donc quand Benveniste a publié son article, peu de temps après, il a été décrié par toute la communauté scientifique en l'appelant comme un sorcier, c'est-à-dire que c'est impossible que l'on garde en mémoire. Et donc tout le monde a été contre cette idée pour faire. Et donc l'article a été retiré de Nature. Et plus tard, le prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 1988, a été aussi un ferme défenseur des travaux de Jacques Beneviste et donc de l'idée de la mémoire de l'eau. Et donc, plus encore, Luc Montagnier avait même prédit que l'ADN, l'information portée par l'ADN, était possible qu'elle soit téléportée car c'est des signaux électromagnétiques. Comment tout cela est possible, je ne peux pas vous dire plus, mais depuis, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur cette mémoire d'eau et je pense que tout est quantique. Pourquoi tout est quantique? En fait, dans la mécanique quantique, il y a une propriété qui s'appelle l'intrication quantique. C'est quoi l'intrication quantique? En fait, 2 objets qui étaient en contact, quand on les sépare, même à des distances lointaines, même à des millions de kilomètres, garderaient toujours le contact. C'est-à-dire que si un objet est soumis à un événement, l'autre objet qui est aussi lointain de cet objet subira ou ressentira le même événement. C'est ce que j'appelle l'intrication quantique. Par exemple, à un moment donné, vous êtes en train de penser à un ami et soudainement le téléphone sonne. Est-ce que de la coïncidence sonne et c'est votre ami qui vous appelle? Est-ce de la coïncidence? Est-ce du pur hasard? Par exemple, vous êtes en train de faire des courses dans un supermarché et vous êtes en train aussi de penser à un ami et soudainement vous le croisez dans le supermarché. Est-ce du hasard, de la coïncidence? Non, c'est de l'intrication quantique. Je pense que toutes les choses sont intriquées et donc peut-être que la mémoire d'eau est plus d'affaires d'intrication quantique d'autres choses avec les objets auxquels elles étaient en contact auparavant. Même si elles sont retirées chimiquement, il y a toujours cette relation et cette relation entre ces substances et l'eau. Et donc cette intrication quantique fait peut-être que l'eau garde en mémoire l'information. Voilà donc cette partie sur l'intrication quantique et sur cette polémique autour des travaux de Beneviste et de Luc Montagnier. Nous allons voir la suite avec d'autres expériences faites par d'autres chercheurs et spécifiquement des Allemands
et des Japonais. Nous les verrons dans la suite de cet épisode. Alors, toujours avec cette mémoire de l'eau, comme je l'avais dit, il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur cette mémoire de l'eau, mais il y a une toute dernière étude qui a été faite par une équipe de chercheurs allemands qui s'est intéressée à la morphologie des gouttelettes de l'eau. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de l'eau, comme vous voyez ici, et puis ils ont analysé les gouttelettes de l'eau. Chaque étudiant donc de cette équipe de chercheurs, a pris une gouttelette de cette eau et l'a analysée au microscope électronique. Ils ont tous, presque tous, 98% de ces gouttelettes observées au microscope électronique sont presque les mêmes morphologies, ont presque la même morphologie. Donc ce qui fait que l'eau a une structure identique du point de vue structural. Et puis, ils ont pris une fleur, comme vous voyez ici, et ils l'ont mis dans l'eau. En prenant cette fleur et on l'a mis dans l'eau, quelque temps après, ils ont repris chacun une gouttelette d'eau, d'accord, et ils l'ont analysée au microscope électronique. Cette fois-ci, ils ont remarqué que la morphologie était complètement différente de la morphologie qu'il y avait par rapport à cela, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ce n'est pas avec la fleur qui est dans l'eau, mais ils ont retiré la fleur, d'accord, de l'eau, et ils ont repris les gouttelettes d'eau et ils ont analysé les gouttelettes d'eau au microscope électronique. Plusieurs gouttelettes ont été prélevées. Et puis, surprise, quand ils ont observé ces gouttelettes, ils étaient tous différentes, ces gouttelettes, par rapport aux gouttelettes sans y avoir mis la fleur. Donc, quelque part, ça veut dire que la fleur a transmis une information à l'eau. Et puis, ils ont repris une autre type de fleur et ils l'ont remis dans l'eau. Et en reprenant cette fleur de l'eau, d'accord, après un certain moment, ils l'ont retirée. Et ils ont repris des gouttelettes d'eau et ils les ont analysées, plusieurs gouttelettes d'eau, ils les ont analysées au microscope électronique. Et puis, surprise encore, puisqu'ils ont découvert d'autres morphologies au microscope électronique, toutes merveilleusement bien structurées par rapport à cette eau-là, et donc qui était aussi complètement différente par rapport à celle où il y avait imprégné, vous en avez imprégné la première fleur et celle de la deuxième fleur. Ça veut dire que quelque part, l'information qui a été prise par la première fleur et l'information qui a été prise par la deuxième fleur sont complètement différentes. Et que l'eau a gardé dans sa mémoire, quelque part, donc cette information. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça nous rappelle l'ADN. En fait, l'ADN est différent pour chaque individu qui se trouve sur Terre, pour chaque animal qui se trouve sur Terre. Donc l'ADN est une information unique. Et donc ça veut dire qu'on peut dire que l'eau est à peu près donc la même chose que l'ADN, c'est-à-dire garder de l'information et stocker de l'information, et qu'il peut garder cette information, quelle que soit l'information qui a été donnée à travers un objet. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est une mémoire. Peut-être que ceci est
conforte l'idée de Benveniste et l'idée de Montagnier qu'effectivement, l'eau a une mémoire. Mais comment se fait-il? Doit se poser la question, comment se fait-il que cette eau a une mémoire? Je pense, à mon avis, que comme je l'ai dit, il y a quelque part du quantique qui est à l'origine de cette transmission de l'information et de cette brisure du deuxième principe de la thermodynamique. En fait, qu'est-ce que je pense? Je pense que tout est spin, en fait, que l'information est portée par le spin, comme vous voyez, l'information est portée par le spin. Et en fait, ce sont ces spins qui, selon une disposition structurale à l'intérieur de cette eau, qui garde cette information. Mais comme l'information est quantique, il est impossible qu'on puisse la mesurer ou qu'on puisse la démontrer de façon cohérente, puisque nous savons tous qu'en mécanique quantique, l'observateur influe sur l'expérience et l'observateur influe sur l'information. Donc ce qui fait que peut-être la mémoire de l'eau est certaine, qu'elle existe, mais qu'elle est du type quantique et qu'il est très difficile expérimentalement de pouvoir la détecter. Voilà cette expérience unique qui apporte encore et conforte l'idée de Benveniste et l'idée et par la suite de Montagnier que l'eau effectivement a quelque part un rôle à jouer dans la conservation de l'information. À travers quoi? Et puis cette information, comme j'ai dit, c'est de l'intrication quantique. Ça veut dire que même si la fleur a été retirée de l'eau, le fait qu'elle ait été en contact avec de l'eau au départ, il y a toujours cette relation entre la fleur et l'eau, et donc l'information que porte l'un est aussi dans l'autre partie. Et donc c'est ainsi que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'eau est peut-être cette liquide quantique qui possède des propriétés encore plus mystérieuses et étranges que tous les autres liquides. Voilà. Voilà la fin de notre épisode et une autre propriété que nous allons voir de l'eau. Est-ce que l'eau ressent nos sentiments? Est-ce que l'eau, elle vit? Eh bien, une expérience a été faite par un médecin dans la médecine alternative, Emoto, a fait une expérience extraordinaire. Il a pris de l'eau et il l'a mis dans le congélateur pour qu'il puisse se solidifier. Et juste avant qu'il se solidifie, le moment où les cristaux commencent à se former, il prend cette eau et il la regarde au microscope électronique. Et qu'est-ce qu'il voit? Des choses extraordinaires. En fait, il prend de l'eau pure, de l'eau polluée, de l'eau qui a écouté de la musique de Beethoven, de l'eau qui a écouté de la musique rock hard, de l'eau qui a écouté une prière, et puis vous allez voir ces cristaux, sur l'image que vous allez voir, que ces cristaux prennent des formes différentes. Quand il s'agit d'un message de paix et d'harmonie, les cristaux sont très beaux. Et quand il s'agit de messages de mort ou de quelque chose qui est pollué, les cristaux sont terribles. Ils n'ont aucune forme. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que l'eau ressent des choses et ressent les choses qui sont bonnes et les choses qui sont mauvaises. Si vous pouvez voir toutes ces photos aussi, si vous visitez le métro de Tokyo, ils sont partout collés, ces images faites par Emoto,
d'accord, de ces cristaux d'eau, d'accord, qui sont soumis à différentes sensations. Cela peut-être vous fait rappeler chez nous, dans notre religion, l'islam, que parfois, justement, pour enlever ce côté un peu, je dirais, sombre, ce côté des choses qui ne sont pas bonnes, des sensations qui nous sont un peu très difficiles pour nous, nous partons à la mosquée, chez un imam, d'accord, et il nous fait ce que nous appelons le ruqya. C'est quoi le ruqya? En fait, l'imam récite le Coran récite le Coran devant de l'eau. Et après avoir récité cette eau, il nous la donne pour boire. Et après, nous ressentons un sentiment extraordinaire de soulagement, de paix, d'accord, avec notre corps. Il y a une harmonie entre l'eau et notre corps. C'est extraordinaire. Pourquoi on fait ceci? Parce qu'en fait, notre corps humain est fait de 70 à 90% d'eau. Donc tout est eau en fait. L'homme est eau. Et nous sommes eau. Donc ça veut dire que le fait de boire de l'eau qui a subi, structuré, qui a écouté des choses qui nous rendent en harmonie et en paix, et interagit avec notre corps, interagit avec notre eau qui est dans notre corps, et nous ressentons cette plénitude du corps et de l'esprit. Donc en fait, l'eau ressent les choses. Donc ce que je vous demande, c'est-à-dire qu'avant de prendre de l'eau, avant de boire de l'eau, dites-moi quelque chose de beau, quelque chose de paix et de magnifique pour qu'il puisse ressentir ceci. Et justement chez nous dans l'islam, il faut dire Bismillah. Parce que si j'ai dit Bismillah à cette eau, et si je la bois, elle sera plus sereine, elle nous transmettra toutes ces sensations de plénitude et notre corps ressentira l'eau et ressentira nos sensations différemment. Voilà, l'eau a cette magnifique chose, puisque l'eau est quelque chose d'important dans notre religion, puisque Dieu a dit « Inna as-samawati wal-arda kanata ritqan, fafataqnahuma, wa ja'alna min al-ma'a kulla shay'in hayyin » L'eau, c'est la vie. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Nous avons voyagé à travers les multitudes de propriétés étranges et mystérieuses de l'eau. Et très probablement, l'eau est le liquide le plus quantique qui puisse exister. À la prochaine!